Ghostbusters. Tout comme avec 2001, l'Odyssée de l'espace, il peut être cliché de dire en tant que cinéphile que Ghostbusters fait partie de nos films fétiches. Je suis un produit de 1987. Je suis né en pleine hype de Ghostbusters. J'ai grandi et joué avec Ghostbusters. J'ai appris à avoir peur et à rire en même temps avec Ghostbusters. Ghostbusters a toujours fait partie de ma vie. Ça me rappelle mon enfance, mes oncles, mes cousins, ma première gardienne, l'odeur du slime, la NES, les après-midi de pluie, bref, nostalgie agréable et inégalable. Ce qui a effectivement eu beaucoup de répercussions directes sur moi, mes goûts et mes choix. Amateur de paranormal depuis toujours, fan d'automobiles de films, mais aussi fan de modèles wagon, remémorons-nous mon Passat Wagon 91, qui aurait fait, soit dit en passant, une ecto remarquable. Et surtout, mes amis, en tant que cinéphile, cela m'a introduit à une sorte de film qui est encore aujourd'hui dans mon top, c'est-à-dire la comédie d'horreur. Et pour les plus anciens présents sur la chaîne, vous comprenez maintenant pourquoi en fait j'ai décidé pratiquement dès le début de la chaîne d'arborer cette fabuleuse casquette Ghostbusters. Ici j'ai la vraie première, hein. Elle est tellement slack qu'en fait que je peux la mettre par-dessus ma casquette présente. Oui, j'avais les cheveux longs dans le temps, fait que je faisais des couettes puis ça l'a slacké un peu. À moins que j'aie perdu de l'eau dans la tête, fait que ma tête rétrécissait avec le temps. Ça se pourrait. Un amour que je traîne depuis des années, un amour que j'ai réussi à transmettre à une bonne partie de mes enfants tel un bon influenceur. Un amour qui m'a fait augmenter ma collection et en fait un amour qui ne cesse de perdurer. Un amour qui d'année en année s'est transformé en passion et justement avec le temps, eh bien j'ai fini par comprendre que Ghostbusters en fait a été un élément très marquant pour bien des gens. Et oui, enfin, après 6 ans à arborer cette fabuleuse casquette, mes amis, je décide de vous parler de mon amour de Ghostbusters à travers un APCDC qui regroupe des anecdotes très peu connues, autant que des anecdotes quand même assez connues. Bref, je me suis fait plaisir, j'espère que ça va vous faire plaisir, et allez hop, on plonge ensemble dans l'univers de Ghostbusters. Mother Hush Bucket. Dans mon salon, 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 dans mon Something strange in your neighborhood. Lecto Kitty Cat. Tous les Ghostbuster Kids que vous allez rencontrer dans votre vie, mes amis, vont vous dire que oui, effectivement, Lecto 1 est une des gamiques visuelles qui les ont marqués à vie. Ça, c'est sûr. On le sait tous, je pourrais parler longtemps du processus créatif derrière ces automobiles légendaires, mais ici, non. Je vais seulement parler de la conception du son qui nous a tous fait frissonner et qui nous fait encore frissonner. J'ai nommé celui-ci. Cette sirène, bien que parfaite et à la sonorité mécanique, mes amis, n'a nulle autre source qu'une vraie entité organique. Son créateur est Richard Beggs, designer sonore américain qui a travaillé entre autres sur Critters, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Le Monde de Narnia, Lost in Translation de Sofia Coppola et la grande majorité des films de Francis Ford Coppola, dont Apocalypse Now, qui lui donnera un Oscar pour son travail. Tout ça pour vous dire que M. Beggs, c'est pas un dommé, il connaît sa job, il connaît sa shit, oui mes amis. Et tellement que il va piler sur son orgueil, puis il va faire quelque chose qu'il déteste. Mais vraiment qu'il déteste énormément, et ça, il va le dire à plusieurs reprises. Quand on fait une recherche de son, une recherche de sonorité, eh bien, il faut taponner, transformer, gosser, il faut tout faire, et parfois même, il faut inverser le son. Et ça, M. Beggs, eh bien, il détestait ça pour mourir. Oui, oui, ça le puait au nez. Mais, cette fois-ci, il va comme écouter la petite voix en arrière. Et oui, mes amis, attention, le bruit de la sirène d'Ecto 1, ce bruit si distinctif et agréable à nos oreilles, est ni plus ni moins qu'un rugissement d'un léopard ou, en anglais, d'une panthère. Et oui, c'est un rugissement de gros menu.
oui, c'est un rugissement de Wildcat de la batte, inversé, propulsé dans les aigus ainsi que mécanisé, qui va nous donner cette fameuse sirène. Et tout ceci, je ne l'invente pas, c'est écrit. C'est écrit où? C'est écrit dans ceci. Si vous n'avez pas lu ceci, vous devriez lire ceci. C'est rempli de magnifiques images et de magnifiques informations. Vous voyez, j'ai des post-it un peu partout. Eh bien, cette vidéo est faite en partie grâce à ce livre. Une vraie fausse publicité. Il semblerait donc, mes amis, que, outre la campagne publicitaire classique, c'est-à-dire, bon, les posters un peu partout, hein, dans les métros, sur les autobus, les affiches dans les cinémas, les annonces à la télé, les annonces à la radio, bref, tout ceci, oui, Ivan Reitman a dit oui, mais il voulait quelque chose de plus, quelque chose qui allait au-delà de tout ceci. Et c'est ce qu'il a fait. Oui. Il a donc eu l'idée de reprendre la fameuse publicité de nos trois amigos présente dans le film et de la faire diffuser tard le soir sur différentes chaînes de télévision. De plus, le fameux numéro 555-2368 qui apparaissait à l'écran était en fonction et même que le numéro pouvait changer dépendamment de où vous vous trouviez, hein, parce qu'il y a des états différents. We're ready to believe you. Et selon les différentes sources, c'est bien lorsque la ligne décrochait, on pouvait entendre un dialogue inédit entre Murray et Aykroyd dans leur rôle respectif, répondant à un appel au lieu de Janine et disant qu'ils sont trop occupés à chasser des fantômes pour répondre à l'appel, alors qu'ils viennent de répondre à l'appel. En tout cas. Hi, this is Dan Aykroyd. This is Bill Murray. You've reached the office of Ghostbusters. Unfortunately, we can't speak as you know. We're on a call. We've got a very difficult assignment. There's a possible infestation backstage at the show Le Femme de Paris at the Rivoli Theater at Times Square. Et pour le 30e anniversaire du premier opus ainsi que sa sortie en Blu-ray, eh bien les studios ont décidé de remettre ça. C'est une campagne de publicité sur les réseaux sociaux dont Facebook que le nouveau numéro pour rejoindre les Ghostbusters a été mis en fonction, c'est-à-dire le 212 897 19 64, qui nous donnait accès à une Janine qui déblatérait sa bonne humeur naturelle de devoir prendre encore des appels. Just remember to always be humanitarian like Egon, even if you're not human. Et ceci est un exemple parfait de très belle promotion pour un film. J'adore ce genre de coup de pub. Oui, on en veut plus de ça. Ça nous fait participer au truc. Un fil rouge crasseux abandonné. Lors du tournage de la scène où est-ce que Rick Moranis se pique dans le Central Park, bref, le réalisateur Ivan Reitman a décidé en fait de tourner une scène de plus, oui, une scène mettant en vedette M. Dan Aykroyd ainsi que Bill Murray dans des rôles de hobo. Voilà, dans des rôles de hobo. Apparaissant tout le long du film comme running gag, les deux personnages donnaient des commentaires absurdes et grotesques sur la progression du chaos dans la ville. Mais Reitman a finalement décidé que les acteurs n'étaient pas assez déguisés et que leur ressemblance pouvait pousser le public à se poser des questions logiques, aux réponses fort possiblement farfelues de la présence de ces deux personnages étranges. Come on! Rush, rush, rush. Always rushing around all the time. Enfin bref, la scène n'a pas été retenue, c'était pas trop à propos, ça coupait un peu dans le rythme du film et Bill Murray en fait faisait un peu les mêmes mimiques que son personnage dans Caddyshack. I agree with you on the U.S. decision to rebuild Nicaragua, but I disagree on the other thing. I think that a good karate guy is... For this young Cinderella who's come out of nowhere, he's got about 350 yards left. He's going to hit about a 5-iron, I expect, don't you think? Un hôtel plus fameux que vous ne le pensez. La fameuse scène de l'hôtel dans lequel notre futur compagnon M. Slammer loge, eh bien, est emblématique sur bien des points. Première vraie sortie de Lecto, première vraie sortie en uniforme, premier vrai test des Proton Pack, premier contact physique avec un fantôme. He slimed me. Et tout ceci, mes amis, eh bien, se déroule dans un décor de seconde main. Et oui, et pour l'époque, eh bien, il faut saluer la chose. Salut, chose. Et oui, les corridors dans lesquels nos comparses chasseurs d'ectoplasme déambulent sont bien entendu un décor, mais un décor qui a déjà eu une vie dans le film Rich and Famous de George Cukor en 1981.
Il ne suffit que de les remonter, y intégrer les effets pyrotechniques et une couche de peinture pour que tout ceci ait une nouvelle vie, passant ainsi dans l'un des plus grands succès d'Hollywood. Une femme de chambre sur la coche. En parlant de l'hôtel, est-ce que vous vous souvenez d'elle? Eh bien, cette fameuse phrase... What the hell are you doing? Eh bien, sachez que ça vient du plus profond du cœur. Voyez-vous, très souvent dans le cinéma, eh bien, on prépare plusieurs prises avec plusieurs props pareils, hein? Et parce que parfois, il y a des choses comme ça qui arrivent. Or donc, pour la première prise, les explosifs du chariot se sont déclenchés trop tôt, et ce sous la panique totale de l'actrice France Neely, qui, nonchalamment et totalement normalement, a lancé cette réplique suite à sa peur. Réplique qui a été gardée dans le film. La magie des plateaux de tournage. Et loin d'être prise au dépourvu durant les prises, elle a donné de sa personne sur cette séquence où on peut la voir tenter d'éteindre les flammes restantes avec son vaporisateur à produit. Et ça, à chaque fois que je le vois, ça me fait pisser de rire. Wow! Ce qui est juste fucking trop drôle. Ça c'est génial. Un piano qui pourtant en dit long. Oui. Je sais, certains diront que Venkman ne met pas autant de sérieux dans son travail qu'il ne le devrait. Effectivement. Le sérieux, ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a de l'instinct, mais il n'y a pas le sens de l'observation. Mais il y a de l'instinct. Mais... ça marche pas. Car oui, mes amis, si on s'attarde à l'ouverture et à la fermeture du clavier, eh bien, on peut remarquer qu'effectivement, il se passe des choses douteuses dans l'appartement de Dana. Hein? Donc, on peut voir les notes apparaître et disparaître à chaque plan de vue où on peut voir le piano. I've got it. Certains vont dire que c'est le directeur artistique ou bien le responsable des props qui n'ont pas fait leur travail. Eh bien, moi, mes amis, je dis que tout ceci était calculé. Isaac Asimov versus Dan Aykroyd. Il faut savoir, mes amis, que pour mettre en image la fameuse scène du tremblement de terre, eh bien, ils ont dû transformer la rue en une seule nuit. Ouais, c'est pour, en fait, tourner le lendemain. Une seule nuit pour tout faire, en fait, afin d'amoindrir ce qui pourrait occasionner, en fait, genre des répercussions sur la circulation new-yorkaise, mes amis, ce qui est pas trop difficile à faire. Fait que les gens sont rentrés le soir chez eux, pépère, la rue était barrée, bon, ok, des camions, bon, ok, on va aller se faire chauffer les arpions, mais... Le lendemain matin, par exemple, sont sortis et chaos total dans la rue. C'est une scène apocalyptique. Tournant donc dans l'Upper West Side de Manhattan, et étant donné que cette section de rue a été fermée à la circulation, il y a eu des répercussions dans le trafic new-yorkais, effectivement. Dans ce trafic, eh bien, il y avait un certain Isaac Asimov, oui, bloqué depuis beaucoup trop longtemps pour lui, et il s'est donc présenté devant les gardiens de sécurité du plateau et a demandé à voir qui était le responsable de ce trafic. Et c'est là que c'est un peu triste pour M. Dan Aykroyd. Parce que, comme tout le monde, M. Dan Aykroyd a des idoles, et oui. Et un de ses idoles, eh bien, c'est Isaac Asimov. Fait qu'imaginez, tu te fais déranger sur un plateau, en plein tournage, parce qu'un de tes idoles aimerait te parler, et ça finit par un char de marde parce que tu bloques la circulation et qu'en plus t'embêtes les gens de l'immeuble avec ton film. Une petite douche froide, comme on dit, ça picote sur la colonne. Mais bon, on pourrait dire aussi que M. Isaac Asimov avait à ce moment-là à peu près 64 ans. Et souvent à cet âge-là, ben il y a des choses qui nous font chier plus qu'avant, disons, 55 ans. Il y a peut-être juste de mauvaise humeur cette journée-là. Un saint nommé approprié. Tout le monde se souvient de la bibliothécaire qui se fait agresser dans la première scène, mes amis. On se souvient tous qu'elle se fait interroger par nos comparses favoris pour comprendre ce qui s'est passé. Et lorsqu'on lui demande si un des membres de sa famille avait des bébites dans la tête, elle répond quoi? Elle répond ceci. My uncle thought he was Saint Jerome. I'd call that a big yes. Et vous savez quoi? Eh bien, Saint Jérôme, c'est le saint patron des archivistes, des étudiants, mais principalement des bibliothécaires. Donc, l'oncle de la bibliothécaire savait pertinemment ce qui allait se passer à sa nièce, oui, et voulait la protéger. Et pour ceux qui ne le savent pas, un saint patron, c'est ceux qui protègent les gens, ou qui aident les gens. Tu nommes pas ça de même comme ça. Non. Voilà. L'oncle de la bibliothécaire savait ce qui allait se passer.
Une caserne menteuse. Une chose que tous les Ghostbusters fans savent, eh bien, c'est que la caserne qui nous est montrée dans le film, qui est achetée par nos Ghostbusters, eh bien, n'est pas la vraie caserne qui nous est montrée dans le film, qui est achetée par les Ghostbusters. C'est pas vrai. Ben non, hein, celle qu'on voit dans le film, c'est bel et bien elle, la Firehouse Company Hate de New York, mais comme son nom l'indique, ben, c'est une vraie caserne de pompiers, active, avec de vrais pompiers dedans. Et elle l'était aussi lors du premier tournage. Or, donc, les films n'ont pas été tournés ici. Ici? Ben, pas ici, dans mon salon, mais ici, là-bas. Là-bas, dans la caserne à New York. C'est une vraie caserne, comme je viens de vous l'expliquer. Ça peut pas être tourné ici. Ben, pas ici, mais dans... Les scènes d'intérieur ont bel et bien été tournées dans une ancienne caserne, mais à Los Angeles cette fois-ci, et le tournage se fit dans l'ancienne caserne numéro 23. Fermée en 1960 pour cause de désuétude, elle sera abandonnée, puis squattée, puis menacée d'être démolie, jusqu'à ce que certaines productions télévisuelles l'utilisent comme arrière-plan. Il est à noter que la caserne à Los Angeles a accès à deux rues, c'est-à-dire une rue avant qui se nomme Skid Road, et la rue arrière qui se nomme, attention, la rue Winston. Je vous le dis, cette anecdote-là ne peut pas être inventée. I love this town! Et puis, dans les années 80, ce fut au tour du monde cinématographique de tomber dans ce décor. Le tout a commencé avec Hammett de Wim Wenders en 82, les Ghostbusters en 84 et 89, bien entendu, Big Little Trouble in China de Carpenter en 86, The Mask de Chuck Russell en 94, une couple de fois dans Grey's Anatomy, et en réalité dans plus d'une quinzaine d'autres productions. Et là, petite anecdote du salon, oui, parce que ça me rend fier, eh bien, la première fois que ma fille a vu Le Masque, qui était après sa première écoute de Ghostbusters 1, elle a immédiatement reconnu la caserne. J'ai rien dit. Tout de suite, elle a dit « Papa, c'est la caserne des Ghostbusters, ça? » J'ai été tellement fier de ma fille. J'étais « Oui! Ma première, elle watch pas mal quand elle regarde les films. Of course! Alors, oui, mes amis, il se pourrait qu'effectivement vous réussissiez à spotter cette caserne lors de vos visionnements ou revisionnements de certaines séries ou de certains films. Oui, elle se cache un peu partout. Des figurants qui changent tout. On va y aller directement, c'est passé à ça que ça ne se nomme pas Ghostbusters. À ça. C'est en 1975, une petite série télévisée pour enfants nommée The Ghostbusters passait sur la CBC et produit par Filmation. Mettant en vedette Forrest Tucker, Larry Stotch et Bob Burns, les personnages de Spencer, étrange ressemblance avec Spengler, Kong et Tracy, un gorille comme assistant qui conduisait également leur taco à peine fonctionnel. Un peu comme la vraie Ecto 1 qui a toujours été limite pendant les deux tournages. Enfin bref, Remus, Reitman ainsi que toute l'équipe en fait voulait que ça soit Ghostbusters. C'est juste Columbia Pictures en fait qui était vraiment frileux à propos des poursuites, fait que il était frileux. Ils ont donc pensé à d'autres titres si d'un coup ça marchait pas. Et donc il y avait Ghost Smashers, Ghost Stoppers et Ghost Blasters. Mais ce qui a vraiment fait pencher la balance, c'est lors du tournage de la scène finale où la foule scande haut et fort Ghostbusters. C'est Joe Mitchell qui aurait pris une cabine téléphonique pour appeler les directeurs de la CBS pour faire écouter les cris de la foule qui scandait Ghostbusters. Et ça serait à ce moment-là, en fait, que la CBS aurait donné son accord avec, bien entendu, un échange pécunier. Souvent, c'est ça. Ghostbusters et Godzilla. Il existe à ce jour deux liens précis entre ces deux œuvres de science-fiction. C'est-à-dire que dans le scénario original, Steve Puff devait surgir de l'eau passant aux côtés de la Statue de la Liberté, tout comme l'arrivée classique de Godzilla dans de nombreux films. Ce qui aurait fait écho dans le deuxième film avec la Statue de la Liberté qui sort de l'eau. Là, on aurait fait comme dans le premier. Mais non, ce qui aurait en fait donné une pseudo-explication à sa soudaine apparition au beau milieu de Manhattan. Mais attention, on a aussi un autre lien indéniable, c'est une preuve en fait que Godzilla se déroule dans notre monde, c'est un lien d'appartenance envers nous, vous allez voir. Dans Godzilla de 1985, à la 48e minute, nous pouvons voir ceci pendant 2 secondes. Alors, nous avons deux choix, soit pour une augmentation de la connectivité à la réalité, les directeurs artistiques du film ont décidé de mettre une publicité pour le film sur un des bâtiments de Tokyo,
Où, justement, ils ont mis ceci afin de connecter les deux œuvres métaphoriquement parlant pour démontrer qu'après le chaos de Gozer à New York, Ghostbusters ne pourrait jamais rivaliser et détruire un vrai monstre puissant comme le grand Godzilla. Et par ce fait, eh bien, je dois souligner que Ghostbusters a été très apprécié par le peuple japonais. Ils ont adoré Ghostbusters. Et donc, oui, intertextualité ici, il y a. Oui, Easter egg ici, il y a. Probablement, tout simplement pour exprimer aussi leur amour de cette œuvre. Et oui. Si cette petite question vous titille depuis des années, c'est-à-dire quel alcool boivent le docteur Peter Venkman et Ray Stantz lors de leur renvoyant, eh bien je vais vous le dire. Eh bien sachez que c'est du bon vieux Hiram Walker Abricot Brandy, donc oui, du brandy aux abricots. Et si vous réussissez à trouver cette bouteille des années 80 dans l'usager, eh bien prenez-la. Et c'est un props très rare à trouver, je vous le dis, c'est pas facile à trouver sur internet, donc si vous en voyez une, prenez-la immédiatement. Même que j'ai flashé l'autre jour, je pense que j'en avais une dans le temps. Puis ben c'est ça, elle l'est plus. Je pourrais rajouter en fait que le Stay Puft Man peut être vu 2 fois dans le film avant son apparition finale, mes amis. Ok oui. Ok oui, une fois ici lorsque Dana revient de l'épicerie et une autre fois ici comme grosse publicité juste à côté de la caserne. Une belle façon subliminale de nous préparer à la fin du film. Aussi, le jeu, je fais paraître quelque chose que c'est, mais alors que c'est pas ça que c'est. Hein, tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était. Vous voyez le jet d'eau là? Le jet d'eau? Oui, ben c'est pas de l'eau, c'est du sable. Comme quoi, on peut faire tout avec la magie du cinéma. Oh oui, c'est vrai, une dernière. Vous savez la scène coupée hein, entre Egon et Janine? Oui. I want you to take this. What is it? It's a souvenir from the World's Fair at Flushing Meadow in 1964. It's my lucky coin. I shouldn't take it. We might not be coming back. Take it anyway. I got another one at home. Eh bien, vous savez quoi? J'en ai une. Checkez ça. Ça ressemble à ça. Voilà. Et oui, mes amis, c'est bel et bien déjà tout pour ce nouvel APCDC. Et j'espère que les Ghostbusters fans et les Ghostbusters Kids ont appris quand même 2-3 petites affaires qu'ils connaissaient pas. Et j'espère aussi que ceux qui ne connaissaient Sweet Fuck All sur Ghostbusters ont apprécié cet épisode. Et by the way, si vous connaissez pas Ghostbusters, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ce que je peux faire pour vous, ce que je peux... Et si vous avez aimé, eh bien oui, vous pouvez toujours l'indiquer grâce à vos fameux pouces en l'air. Vous pouvez aussi commenter tout ceci, ça m'aide énormément pour le référencement. Et suprématie, vous pourriez effectivement vous abonner, oh que oui, tout en clochettant votre geste. Car mes amis, mon objectif cette année, eh bien c'est d'atteindre 700 trilliards d'abonnés. Ni plus, ni moins. Je vais être Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok ainsi que mon tout petit Patreon. Enfin donc, mes amis, oui, c'est bel et bien terminé cet épisode. Je vais sûrement reparler de Ghostbusters sur la chaîne, hein, je suis un gros fan. Et donc, peut-être même faire un petit tour hein, de mes objets de collection de Ghostbusters, malgré que ma collection, comparée à d'autres Ghostbusters québécois, bon, c'est juste une petite poussière dans l'univers des Ghostbusters fans. Bref. Si tout ceci vous a plu, dites-moi en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis Ghostbusters et oui, n'oubliez jamais que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. It's done.
Ils ont comme donc l'oncle de la bibliothécaire, cette sirène parfaite avec eux. J'espère que ceux